Bonjour à tous. On est là cet après-midi, en début d'après-midi, pour parler d'une opération à Veules-sur-Moselle, la réalisation de logement intergénérationnel, la maison Thiebaud. Et donc j'accueille Madame la maire Evelyne Matisse, maire de Veules-sur-Moselle, et Marilyn Picmil, une des deux associées de l'atelier MPA. En deux mots, Madame la maire, vous êtes élue à Veules-sur-Moselle depuis 22 ans. Je vais vous laisser nous dire quelques mots quand même de ce village et puis après de cette opération. Marilyn Picmil, vous êtes associée de l'agence MPA à Saint-Max, à côté de Nancy, et donc pas très loin de Veules-sur-Moselle, une agence qui existe depuis 17 ans. Voilà. Je vais, Madame la maire, vous laisser nous raconter l'histoire de ce projet. En même temps que, voilà, on fait passer un petit film que vous avez fait réaliser et qui présente l'opération. Merci. Donc, je vous propose de présenter mon village. Donc, comme vous le voyez, c'est un village qui est placé en bordure de Moselle. Après avoir créé un espace jeu, sport, santé à destination donc des habitants du village, qui comporte un terrain de foot, des jeux pour enfants, et puis également des appareils de fitness pour les gens de 7 à 77 ans, de façon à offrir à tous les âges un moyen de se retrouver sur un espace commun en plein cœur du village. Il y a un petit kiosque également où on peut faire de la musique. Donc on a commencé comme ça. Et puis un jour, on a décidé de préempter pour acheter un bâtiment qui jouxtait la mairie, grâce à l'aide du CAUE, sur lequel depuis 22 ans je m'appuie régulièrement parce qu'ils sont de bons conseils et c'est un plaisir de travailler avec eux. Nous avons donc réalisé cette maison intergénérationnelle. Donc là, vous voyez à l'étage 2 appartements. On a vraiment toujours fait le choix de la qualité et de la beauté. Et 3 studios pour personnes âgées à mobilité réduite en rez-de-chaussée, avec une salle commune ouverte aux 3 résidents, de façon à ce qu'ils puissent recevoir leur famille, leurs amis et se retrouver pour jouer aux cartes ou autres. Donc ce bâtiment a donc représenté la France. C'était un des 10 bâtiments qui ont représenté la France à la Biennale de Venise, où nous avons été primés pour notre plus grand plaisir. Nous avons été aussi valorisés parce que je pense que c'était un des premiers bâtiments intergénérationnels qui existait en milieu rural. Et très vite, nous avons pu comprendre que ce projet-là était porteur dans la mesure où très vite, les gens se sont positionnés pour l'occuper. Donc là, vous avez les images des appartements de l'étage. Les gens ont également une petite terrasse. Ce qui a fait que ce projet a été primé, c'est parce que les architectes avaient décidé de faire un U dans la façade pour donner de la luminosité. Ce sont des appartements particulièrement agréables. Là, vous voyez un des résidents. Ce monsieur a quitté l'hôpital central de Nancy pour venir résider à Velles parce qu'il ne pouvait plus être dans son village d'origine. Là, vous avez une vue du dessus de notre village. Alors c'est un village où on fait des tas de choses. On a décidé que les espaces verts deviendraient des jardins potagers partagés. On a un poulailler partagé, on a également des vergers partagés. Et l'idée, c'est de créer du sens. Et voilà, les habitants se sont pris au jeu et ont planté et fait des tas de choses. Là, vous avez un bâtiment qui était celui de l'ancienne école, que nous avons transformé en lieu de coworking, de façon à ramener un petit peu d'activité sur le village. Donc, comme vous le voyez sur l'image, donc tout le village est planté avec des arbres fruitiers et des plantes, quoi. À côté de la mairie, il y a donc la salle des fêtes qui est ouverte aux habitants. Oui. Ah oui, ça mouline un peu. La vidéo a planté et j'en profite pour vous poser une question parce que vous ne l'avez pas dit en propos introductif.
Le nombre d'habitants de Veules-sur-Moselle? Alors, c'est un village de 310 habitants. Moi, quand je suis arrivée maire, il y avait un appartement communal. Et actuellement, nous allons être à 15 appartements. Enfin, 14 appartements plus une maison que nous avons rachetée. Je vous montrerai tout à l'heure. L'idée, c'est pas de faire de l'immobilier. L'idée, c'est de répondre à un besoin. Donc, permettre à des personnes âgées qui habitaient dans des maisons trop grandes, inadaptées pour eux, de se retrouver dans un appartement avec la sécurité d'avoir des voisins pour pouvoir les aider en cas de besoin. C'est aussi pouvoir créer du lien avec les habitants qui sont à l'étage. Il y a par exemple dans notre nouveau projet une dame qui est venue nous voir. Avec son mari, elle va occuper un des logements du haut et au rez-de-chaussée, ce sera sa sœur qui est handicapée et qui pourra vivre aussi sur les endroits partagés, se retrouver tout en étant chacun chez soi. L'idée, c'était aussi de permettre aux gens de rapprocher un parent âgé de façon à pouvoir s'en occuper sans cohabiter parce que c'est quand même pas toujours facile. Alors, voilà. On a un petit problème technique Oui. avec la suite de la vidéo, Oui. mais on va se débrouiller autrement. En fait, cette vidéo, elle montrait la genèse du projet et Je vais me décaler un peu pour faire moins de Larsen. Oui. Cette vidéo, elle montrait la genèse du projet, vous l'avez expliqué, la première résidence intergénérationnelle que vous avez réalisée, qui est sur l'îlot, et elle finissait sur la maison Thiebaud, mais on a des images après qu'on va passer. Et du coup, je vous... Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez là, l'îlot central appartient quasiment maintenant complètement à la mairie, hormis une maison qui est encore dans l'enceinte du pâté de maison. Tout le reste est communal. Et effectivement, vous voyez le jardin. Et à côté du jardin, il y avait donc une maison, la maison Thiebaud, qui avait toute une histoire avec une des 19 portes monumentales du Lunévillois qui était à sauvegarder parce qu'il y avait des gens qui venaient acheter ces bâtiments. Ils achetaient une maison ancienne, ils prenaient la porte et ils repartaient au Japon ou ils repartaient à l'étranger et il restait un tas de pierres. Voilà. Donc ces portes ont été sauvegardées. Cette maison Thiebaud avait donc, vous le voyez sur la vue du haut, une porte monumentale. Elle a une histoire idyllique puisqu'elle est née d'une histoire d'amour entre un descendant des ducs de Bar qui a rencontré une jeune fille du village autrefois. Il avait 40 ans, elle avait 20 ans. Et un jour, quand il est revenu, elle avait un petit dans les bras. Et c'est pour elle et pour ses parents qu'il a donc fait construire cette maison. Donc, elle avait un certain cachet. La Fondation du patrimoine, à l'époque, était venue la voir aussi. Et il me disait, mais c'est une maison, elle a un statut, elle a quelque chose d'original. Effectivement, elle avait cette histoire. Alors, donc, nous avons fait, en ce qui concerne cette maison-là, en me rendant compte et en nous rendant compte au niveau de l'équipe municipale que les gens étaient intéressés et qu'il y avait un réel besoin par rapport aux personnes âgées, par rapport à une demande d'habitants du secteur qui souhaitaient trouver un appartement. Je pense, entre autres, nous avons beaucoup d'appartements, enfin plusieurs appartements où on a des parents isolés. C'est-à-dire que dans notre circuit scolaire, nous sommes 4 villages. Quelquefois, il y a des séparations et souvent, on vient me voir pour me demander s'il y a un appartement de libre. Ça permet à un des deux parents du couple de pouvoir rester aussi sur le circuit scolaire parce qu'il y a très peu de choses à vendre ou à louer. Et ça permet aux enfants de continuer à aller chez papa, aller chez maman. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un objectif social derrière chaque projet, quoi. Hein, c'est pas fait pour faire de l'argent, bien que l'argent compte également, parce que nous en avons besoin pour faire tourner nos communes, pas non plus avoir des sommes pharaoniques au niveau des impôts. Hein. On reviendra sur le sujet du financement et justement de l'accompagnement qu'ont pu faire l'équipe d'architectes sur cette question du montage du projet. Je vous remercie. Je voulais passer la parole à Marilyn, qu'elle nous donne aussi, avant qu'on rentre peut-être dans la question du programme, et puis ce qui est important dans cette opération, la question de la relation entre la mairie, vous, Madame la maire, et l'architecte, et la façon dont l'équipe de maîtrise d'œuvre a accompagné la collectivité sur à la fois le projet et le programme, mais aussi, bien au-delà, la question du financement. Marilyn, je voulais que vous nous racontiez aussi, de votre point de vue, l'histoire de ce projet et comment vous êtes arrivé dedans. Juste un tout petit mot, donc sur la vidéo, vous avez vu un premier projet, on ne l'a pas dit, c'est un projet de l'agence Jean Architecte,
qui est aussi une agence de Nancy. Et voilà, donc vous avez bien compris, il y a un îlot avec 2 projets, un projet qui date de 2016 et puis ce projet qui est en train d'être livré. Merci Stéphane. Donc effectivement, j'arrive dans un contexte avec un projet très intéressant. Stéphane, excuse-moi, Augustin. Stéphane vient de me parler juste avant, excusez-moi. Donc j'arrive dans un village où il y a déjà un très beau projet de mes très chers confrères et consoeurs, Jean, architecte, que j'apprécie énormément. Et en fait, il y a aussi plein de choses qui se passent dans le village. Il y a le poulailler participatif, il y a le coworking dans l'ancienne école. Donc forcément, ce projet, on a envie de le faire. Il y a cette rencontre avec Evelyne Matisse, cette vieille bâtisse, et puis le programme du CAUE qui prévoit une rénovation passive, biosourcée d'un patrimoine 18e siècle pour des logements intergénérationnels. Donc en fait, ça coche toutes les cases du projet de rêve en fait, pour les architectes. Et en plus, une super équipe. Donc comme on l'a vu sur le début de la vidéo, il y a un espace extérieur avec des jeux, du fitness qui a été fait par la commune. Et en fait, la particularité de la maison Thiebaud, c'est qu'elle est en angle et en même temps le dialogue avec un jardin clos. Il n'y a aucune autre maison qui a accès à ce jardin-là. Et puis, entre la maison Thiebaud et puis le dernier voisin qui reste, et le bâtiment n'appartient pas à la commune, il y a un tout petit édicule de rien du tout, ça fait 14 mètres carrés. Et en fait, très vite, on voit l'opportunité de créer une liaison entre ce jardin clos et l'espace extérieur qui existe déjà. Donc, comme quoi, même en rénovation, on peut quand même avoir des intentions urbaines pour désenclaver le projet et le partager. Donc, la particularité de l'habitat typique de Meurthe-et-Moselle, c'est des travées très étroites, souvent très sombres. Donc la maison Thiebaud, comme on l'a dit, elle est à part, c'est-à-dire qu'elle a en fait toute une façade ouverte sur rue, qui est très rare. Et là, la photo en haut, vous voyez, en fait, c'est la travée d'engrangement. Donc en Meurthe-et-Moselle, une travée d'engrangement, ça fait entre 4 et 5 mètres de large. Et ça peut faire entre 18 et 22 mètres de profondeur. Donc traditionnellement, les anciens, ils avaient créé ce qu'on appelle des flamandes, en fait des puits de lumière, Le Corbusier n'a rien inventé, hein, des puits de lumière, des canons qui diffusaient la lumière. Donc dans cette travée d'engrangement, on a décidé de positionner tout ce qui était la partie partagée, en fait des logements intergénérationnels. Donc le programme, on l'a construit quand même avec la commune, au vu d'un patrimoine qui est existant et qui peut recevoir ce qu'il peut recevoir, et aussi au vu des subventions dont on parlera plus tard. Donc là, vous avez la coupe perspective sur la travée d'engrangement, et en fait, on a reconstitué une flamande, alors pas de manière traditionnelle, on a fait une réinterprétation contemporaine, mais on voit quand même ce cône en fait qui lui, pour le coup, existait dans les vraies flamandes. Et donc au rez-de-chaussée, vous avez un petit salon côté sud qui fait écho en fait au projet de Jean, la première opération, puisqu'en fait ils ont une grande fenêtre carrée dans l'espace partagé, en fait, où à chaque fois que je suis venue dans le village, j'ai vu une personne âgée assise à la fenêtre qui regarde les gens passer et qui profite du soleil. Donc là, c'est la façade sud. Donc c'était l'occasion aussi de profiter un peu des apports qui sont pas trop nombreux en fait sur ce projet. Côté nord, donc on a le grand volume d'espace partagé, donc plus salle à manger avec une mezzanine à l'étage qui est sous la flamande, et ensuite le jardin partagé qui lui est partagé avec les habitants du village, comme la petite tisanerie qu'on voit en arrière-plan de la perspective, qui ouvre et qui fait le lien entre l'espace public ludique et le jardin clos. C'est ça notamment qui est intéressant dans ce projet, c'est que, vous l'avez dit, il y a trois typologies d'espace. L'espace privatif du logement, donc c'est 4 logements du T1 au T3, je crois, 2 studios, un T2, un T3. Un T1 bis, 2 T2 et un T3. Des espaces partagés entre habitants et puis des espaces partagés pour les habitants du village. Je voulais que vous puissiez nous dire 2 mots de ces espaces partagés, parce qu'on comprend bien que ça vient se compléter l'histoire du potager, l'histoire des jeux, et voilà, ça, sur ce que vous avez voulu mettre dedans et comment ça fonctionne aujourd'hui. Merci. Alors l'objectif, c'est celui que je vous disais donné tout à l'heure, hein, c'est vraiment de permettre
une mixité et permettre aux gens de pouvoir vivre ensemble. Donc pour notre premier projet, on a vu combien c'était intéressant et combien on avait de la demande pour ces appartements. Les gens sont sécurisés, ils sont plusieurs, ils peuvent communiquer les uns les autres. Il y a cet espace jeu en face. On a fait des circuits piétonnés spéciaux pour les personnes âgées. Donc l'objectif, c'est vraiment de garder ce relationnel dans le village, quoi, et permettre aux gens de communiquer, de se retrouver. Le nouveau projet donc, comporte ce fameux jardin clos qui est aménagé pour que les gens puissent s'y retrouver. Et c'est vraiment créer du lien, quoi. Alors l'autre singularité de ce projet, enfin en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir pour préparer ce petit entretien, c'est la question du montage et de la mission spécifique que vous avez eue. J'aimerais bien que vous puissiez nous en parler, de la façon dont vous avez accompagné la mairie et dépassé largement le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre. Et puis après, on vous entendra aussi sur votre point de vue de maire sur cette complémentarité que vous avez pu avoir. Je dirais simplement que nous avons fait appel à architectes. Nous avons rencontré et sélectionné 5 cabinets. Et donc, c'est MPA qui a eu notre préférence. Je veux dire, quand j'ai vu Marilyn la première fois, elle m'a séduite dans le sens où elle était dynamique, elle était enjouée quand elle était dans les locaux, elle avait déjà des tas d'idées. Et je pense que le relationnel entre un maire et un architecte, c'est pas du pipeau, quoi. C'est vrai. Quand ça passe, on arrive à faire passer des tas de choses et c'est vraiment ce qui s'est produit. Alors je vais laisser Marilyn peut-être répondre pour la suite. Oui, je pense que il y a un trio, il y a le coup de foudre entre le maire et l'architecte, et puis il y a le bâtiment aussi dans cette donne. Après, la chance qu'on a aussi en tant qu'architecte, c'est d'avoir le soutien aussi d'un conseil municipal. Et je le rappelais tout à l'heure à Evelyne, avec Monsieur Lecomte, le premier adjoint, qui un jour en avant-projet a dit, parce qu'on réfléchissait à boucler le budget, c'était difficile. Il a dit non, mais de toute façon, si on fait le projet, on le fait bien. Et ça, quand on est architecte, forcément, ça touche au cœur. Donc, ce type d'opération, donc on voit, enfin, c'est possible, mais c'est beaucoup de temps. Et c'est beaucoup de temps. Il faut l'entendre aussi bien pour les élus que pour les architectes. C'est-à-dire que imaginez qu'on va faire un APS, APD à un pro en 3 mois, c'est juste pas possible. Donc, au moment du pro, le projet a été mis en pause pendant 1 an. Et pendant 1 an, en fait, avec Madame Matisse, on a pris notre bâton de pèlerin, surtout vous. Moi, j'étais là pour vous assister, pour aller chercher les subventions. Donc, des réunions en sous-préfecture, des réunions à la mairie avec le département, la région. Et puis, à un moment, il faut aussi avoir la souplesse en tant qu'architecte de dire « Ah, là, on n'est pas très loin d'avoir cette subvention et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y avoir droit ?» Et en fait, cette idée de liaison entre le jardin clos et puis les espaces ludiques extérieurs, en fait, on a voulu cette liaison très tôt. Mais à un moment donné, cette liaison, elle a été offerte aux habitants parce que c'était aussi un moyen de drainer des subventions. Et puis, en fait, ça a amélioré le projet finalement, plutôt que de penser un truc fermé sur soi-même. De dire, bah non, donc on l'a appelé tisanerie. C'est un ERP de 14 mètres carrés. Et cette tisanerie, en plus, après, tout le projet de jardin a découlé de cette tisanerie, ce que Adrien Bivers, le paysagiste qui m'a assisté sur le projet, a décliné en fait tout un système de plantes à tisane sur ce jardin. Et donc à un moment, on se dit bah oui, en fait, boum, on va en faire un ERP et puis en fait, ça va permettre à la commune de faire le jardin, parce que en fait, sinon sur le budget de base, on n'aurait pas pu traiter le jardin, et ça nous a donné l'opportunité de faire le jardin en plus. Donc
la commande publique, la mission de l'architecte ne permet pas de faire un an de pause et d'aider, et de faire des PowerPoint à droite, à gauche, des comptes rendus, des machins. Sinon, nous, très vite, les honoraires fondent comme neige au soleil. Et donc, ce qu'on a développé, nous, à l'atelier MPA depuis, c'est de proposer en fait aux élus des missions complémentaires d'accompagnement au dossier de subvention. Donc, pour notre part, on propose des forfaits. Tel type de dossier de subvention, c'est tant de forfaits pour vous accompagner, le rédiger, venir avec vous, rencontrer les sous-préfets, le département et ainsi de suite. Donc, mais c'est important en fait parce que je pense qu'en tant qu'architecte, on ne peut pas non plus se mettre la tête dans le trou puis imaginer que le maître d'ouvrage il trouve de l'argent comme ça qui tombe du ciel. Et si on a envie que les projets des projets ambitieux avec des élus ambitieux se fassent, il faut aussi un peu que l'architecte y mette la main à la pâte là-dessus. Tu nous disais en préparant toujours cet entretien que sur un village d'à côté, le maire t'avait dit que le projet ne se ferait pas ou ne se ferait peut-être pas parce qu'il n'y avait plus de subventions à aller chercher. Et dans votre commune, on a plutôt la démonstration inverse. En termes de financement, vous pouvez nous dire 2 mots sur la façon dont Marie l'a un peu expliqué, mais justement comment... Alors, c'est vrai que c'est le parcours du combattant quand même pour aller chercher les aides. Hein. C'est-à-dire qu'il faut potasser beaucoup de documents pour savoir où on va entrer, où on peut passer. L'aide, effectivement, de Marilyn a été constante tout au long de tout cela. Donc, nos aides, on est allé les chercher au niveau de l'État, par le Fonds vert. On a eu plusieurs aides au niveau de la région. Franchement, nous avons bien été aidés par la région. Nous avons été aidés par le conseil départemental, un petit peu par le pays du Lunévillois avec le fonds Sequoia. Et puis, il y a les caisses de retraite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons fait un projet avec des appartements qui étaient en direction des personnes âgées, on a pu solliciter les caisses de retraite. Déjà pour le premier bâtiment, celui qui a été fait par Jean, j'avais fait une demande en me disant je pourrais espérer 3 000, 6 000 euros en faisant un dossier. Alors il faut vraiment faire des dossiers bien argumentés, il faut y mettre tout ce qu'il faut. Et à cette époque-là, un jour j'ai reçu un mail et ça disait qu'ils nous avaient octroyé 60 000 euros. Donc j'ai tout de suite répondu que j'espérais qu'il y avait... Enfin, je craignais qu'il y ait une erreur de 0. Vous voyez, ça peut arriver des fois. Voilà. Non, on m'a dit, c'est bien 60 000 euros. Nous étions ravis. Et là, cette fois-ci, on a à nouveau remonté un dossier costaud. Et c'est AG2R La Mondiale qui s'est positionné sur notre projet et qui nous a donné 180 000 euros. Et je vous promets que quand on a des aides de ce type-là, ça fait du bien, quoi. Voilà. Et je suis allée tout à l'heure voir Agir Carco pour leur dire merci. Alors ils se demandaient qu'est-ce que c'était de cette bonne femme qui venait dire merci, mais je leur ai expliqué toute l'histoire et franchement je les ai remerciés. Donc voilà, on a été aidés par des tas de gens. Enfin je veux dire, il y a les architectes certes, mais je veux dire il y a le CAUE, il y a tous les gens. J'ai vu une personne du conseil départemental tout à l'heure qui était dans le train avec nous, qui nous a bien aidés. Enfin je veux dire, il y a des tas de gens formidables qui nous accompagnent. Après, on a des tas d'entreprises. Enfin, je veux dire, on le disait tout à l'heure, Marilyn, mais il y a un artisan du village voisin à 1 kilomètre. C'est la première fois qu'il fait un projet de cette envergure-là. Ça fait du bonheur de voir travailler tous les gens du secteur. Alors, je suis devenue un peu spécialiste des aides. Je vois Madame la présidente des maires de Meurthe-et-Moselle. Merci Rosemary d'être venue. Ça fait vraiment du bien en permanence. On le vit au quotidien. Voilà. Je ne sais pas, je redonne la parole à... Je vais reprendre la parole 30 secondes juste pour reposer une question à Marilyn sur sortir un peu de la question du budget. Rappelez que du coup en montant de travaux, Marilyn disait que c'est 1 million d'euros de travaux, hors achat du bâtiment et hors frais annexes. Peut-être pour nous dire 2 mots sur la question du réemploi. C'est un bâtiment existant du XVIIIe siècle. Vous avez parlé de la question des portes tout à l'heure, mais peut-être qu'on pourrait, et on le voyait sur une des images, parler aussi je vais remettre celle-ci, nous parler de la façon dont vous êtes intervenu dedans et dont vous avez travaillé cette question de l'existant, du déjà là et du réemploi. On a perdu l'image. Alors, le réemploi,
on y allait modestement quand même, parce que c'est pas simple. Tout ce qui est structure bois, en fait, il faut caractériser les bois. Donc on a en fait réemployé les moellons de déconstruction, parce qu'à l'intérieur de l'engrangement, on avait énormément de moellons, donc on les a déconstruits, on les a stockés, on les a triés, et en fait on les a réemployés pour tout ce qui est aménagement en pierre sèche dans le jardin. Donc il a été l'occasion en fait de faire une petite journée chantier participatif pierre sèche pour initier des gens, des confrères, enfin des habitants. Et puis une partie en fait des moellons qui n'ont pas été utilisés ont été renvoyés à une commune qui en avait besoin. Donc il y a cet aspect local, entraide sur la ressource. Je continue, hein, je vois que ça s'agite à côté de moi. Ensuite, voilà, on a réutilisé certains éléments. Sur l'aspect patrimonial, donc le projet est aidé par la Fondation du patrimoine. On a demandé l'avis à l'ABF, voilà, Éléonore Rolzer, que je salue si elle nous entend, parce qu'on a une super architecte des bâtiments de France. Et en fait, on a voulu respecter un peu le côté vernaculaire de l'habitat traditionnel en Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire que dans le temps, ils avaient besoin d'un trou pour passer une meule de foin, ils faisaient un trou, ils avaient besoin de passer une meule de foin, et donc il y a vraiment un aspect, les ouvertures, elles sont posées, il n'y a pas d'ordonnancement sur la partie travée engrangement. On avait un bel ordonnancement sur la partie habitation, qui est assez rare, et d'où l'aspect patrimonial du bâtiment. Donc ça, on a respecté tout ça. On a même corrigé, en fait, il y avait des ouvertures une ouverture un peu sauvage, on l'a rebouché, on a retraité tout ça. On a reconstitué des volets qui avaient disparu, donc des volets persiennes qui sont traditionnels aussi. Et puis après, sur la travée d'engrangement, on a eu des ouvertures plus contemporaines, avec en fait des menuiseries qui sont cachées derrière des cadres en pierre, pour vraiment assumer en fait l'aspect 21e siècle de ces ouvertures-là, comme il y a eu d'autres ouvertures d'autres époques. Sur les enduits à la chaux traditionnels, en fait, en face du projet, il y a une gravière, et donc le sable vient de cette gravière pour les enduits traditionnels à la chaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est important, et c'est intéressant aussi de travailler avec les entreprises qui reviennent à ces méthodes. Et là, on en discutait, parce que donc vous n'avez pas de photos de réalisation finie, parce qu'on a fait les OPR lundi, on inaugure samedi. Et lundi, vous êtes tous invités, hein. N'hésitez 10h30, pas, 10h30, d'où que vous soyez, venez à Vels-sur-Moselle samedi à 10h30. Et donc l'entreprise qui a réalisé les enduits, le conducteur de travaux s'est émerveillé, me dit mais c'est super les enduits à la chaux, enfin, un peu en redécouverte des anciennes techniques. Voilà. Et ensuite sur les isolants, à l'intérieur on est tout en laine de bois, menuiserie bois, voilà. Moi, je voudrais qu'on est là aussi au Salon des maires pour parler de la façon dont un maire et un architecte travaillent ensemble, qu'on puisse aborder un peu la question des freins. Vous en avez évoqué déjà un certain nombre, mais aussi qu'on puisse parler de la question de la reproductibilité, ou en tout cas comment cette démarche à la fois ancrée sur un programme, une réponse à un besoin très précis dans un village de 320 habitants, la question tu l'as expliqué, des matériaux locaux, de la reprise de l'existant, du travail en circuit court. Voilà, comment on peut, je crois que c'est la bonne image, comment on peut à la fois travailler sur les leviers, en tout cas identifier les freins et travailler sur les leviers pour les débloquer, et puis donner peut-être aux quelques élus qui sont là ou qui peuvent nous écouter quelques pistes d'engagement ou d'encouragement pour reproduire une démarche ou un tel projet sur leur territoire. Oui, alors je dirais quand même, je le disais tout à l'heure, c'est un peu le parcours du combattant. C'est-à-dire il y a quand même un moment, on part à l'aveugle. On sait qu'on voudrait faire quelque chose, on ne sait pas les aides auxquelles on va pouvoir prétendre. Et effectivement, c'est un projet qui va prendre du temps, parce qu'il va falloir aller les chercher, ces aides-là. Mais quand on les trouve, c'est un pur bonheur. Alors, je veux dire, je suis sollicitée. Honnêtement, je ne passe pas 3 semaines sans que quelqu'un me demande pour venir visiter, venir voir comment on s'y est pris, quelles aides on est allé chercher.
Et j'ai vu dans notre secteur, et même beaucoup plus loin, il y a des gens qui ont fait 600 km aller-retour pour venir voir ce qu'on avait fait parce qu'ils avaient découvert à Paris le premier projet et étaient intéressés de savoir comment on pouvait faire justement cet habitat intergénérationnel. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionnait? Donc oui, ça fonctionne bien. La preuve, on a donc décidé de faire un deuxième projet intergénérationnel. Et oui, ça se réplique dans notre secteur et beaucoup plus loin. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'avenir. Là, je vais repasser la parole peut-être 2 secondes à Marilyn. Oui, la même question aux architectes, mais du coup, avec votre regard dans les agences, quel frein, quel levier pour les débloquer et quelle reproductibilité? En tant qu'architecte, le premier frein, ça va être la course en avant sur les plannings d'études. Et souvent, en fait, quand on est en audition sur une procédure adaptée, on nous dit bon bah voilà, dans 3 mois, on boucle les demandes de DETR, donc il faut avoir posé l'esquisse, l'APS et l'APD. Et alors c'est difficile quand on est architecte en audition de dire bah non, vous vous plantez, on va pas y arriver. Ou alors voilà, on le fait, mais le problème c'est vraiment l'aspect planning de certaines aides où c'est 1 fois par an. Le manque de temps estimé en termes vraiment de montage de dossiers aussi. Et puis aussi peut-être le système loi MOP qui est surtout prévu pour du neuf et on voit bien qu'en rénovation c'est pas toujours adapté et il y a une phase, la phase diagnostic en rénovation qui est cruciale et qui est souvent aussi sous-estimée, je pense aussi bien au niveau des maîtrises d'ouvrage que des architectes sur le temps qu'il faut pour cette phase-là, parce que c'est là où tout est possible, c'est là où on peut travailler sur le programme pour l'adapter. Comment on en a un peu parlé avant, mais en tout cas dans la préparation, comment à l'agence vous êtes arrivé à cette démarche-là, à construire cette démarche d'accompagnement? Voilà, je crois que ça vient aussi de votre parcours et j'aimerais bien que tu puisses en dire 2 mots. Oui, alors à l'atelier MPA, en 17 ans, on a commencé essentiellement par des particuliers. Alors la petite histoire de pourquoi, il y a le stand de la frugalité créative sur place. Donc nous, on a étudié à Nancy. On a eu la chance de rencontrer Dominique Gauzin-Muller pendant nos études, qui nous a transmis cette fibre en fait écologique, même si elle déteste ce mot. Et en fait, quand on s'est installé à notre compte, donc tout jeune architecte après notre diplôme, on a voulu faire du biosourcé, faire de la construction bois, et finalement, c'est les particuliers qui nous ont donné l'opportunité de faire nos premières maisons passives, nos premières rénovations performantes. Et pendant très longtemps, en fait jusqu'au Covid, on a vécu essentiellement du travail avec les particuliers et qui nous ont vraiment permis d'aller plus loin que certaines collectivités. Après Covid, difficile de continuer à travailler avec des particuliers, surtout que nous, on avait grossi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes 6 à l'agence. Mais finalement, pendant toutes ces années, on a développé ce travail de co-construction avec le maître d'ouvrage. Parce qu'un particulier, il n'a pas un programme, et puis en même temps, vous n'allez pas lui imposer un mode de vie, un mode d'usage. Donc il faut être un peu humble aussi quand on est le concepteur et accepter le fait qu'on est en train de dialoguer avec la personne qui va s'endetter 25 ans pour payer le bâtiment, puis la personne qui va vivre dedans. Donc je pense qu'en fait, c'est toute cette culture de co-construction qu'on a en fait, quand on a commencé à travailler pour des communes, on a travaillé pour des petites communes, et on est parti du principe qu'un ALU, c'est ni plus ni moins qu'un particulier qui s'engage dans une vie citoyenne de manière courageuse, parce que je suis toujours admirative de leur engagement. Et donc c'est tout naturellement nous qu'on a poursuivi en fait cette qualité d'échange. Donc ça pose des questions aussi en termes d'architectes sur les pourcentages d'honoraires. Peut-être que des fois on est plus cher que d'autres, mais parce qu'en fait on ne veut pas renier sur cette relation-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un maire, c'est un particulier qui s'engage dans la vie citoyenne? Voilà, on va bientôt arriver à la fin. Est-ce que vous avez des questions ou des questions dans la salle? Des questions dans... Oui, je voudrais demander à Evelyne le montant total du projet. Est-ce que tu sais à peu près? On est sur à peu près... Allez. Le bâtiment, on l'a acheté...
construction, l'achat du bâtiment et la construction. 140 000 euros pour l'achat du bâtiment, Ouais, pas très cher. et on est à 1 million Je d'euros. pensais bien à 1 million de travaux. Voilà. Ouais. C'est ça. Alors après, il faut aller les chercher, hein. Oh, je te fais confiance pour trouver les subventions, Evelyne. Merci. Et tu as emprunté aussi? Non. Non? Non, dans la mesure où on... Même pas besoin d'emprunter. Elle est très forte, Evelyne, elle est très forte. En fait, C'est mon modèle. on a eu une aide de la CARSAT qui nous propose un prêt à taux zéro. Donc effectivement, ça va représenter, voilà, mais on a un prêt à taux zéro, mais on n'emprunte pas par ailleurs, non. On avait gardé nos fonds propres, ce que j'avais proposé au conseil municipal quand on a refait le raménagement de la Grande Rue. À l'époque, je leur ai dit on emprunte plutôt sur la voirie, et on a emprunté à 0,60%. Pas mal. Donc, si on fait un petit calcul rapide, on se connaît 1 million d'euros de travaux, 150 000 pour l'achat du bâtiment et à peu près autant pour frais d'études, bureau de contrôle, SPS et tous les accompagnements. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres Il n'y avait pas de questions? Juste une. Les logements sont-ils occupés alors Il y a de la demande, hein. Donc là, il va falloir sélectionner qui on va prendre. Pour l'instant, j'ai 3 personnes pour les 2 appartements du haut et 1 personne pour un des 2 du bas. Donc voilà, il n'y en a qu'un pour l'instant qui pourrait encore être alloué. Mais les gens vont venir, ils vont visiter en même temps que tout le monde, puisque vous venez tous, merci, samedi, et vous verrez. Peut-être un petit mot de conclusion. Vous avez fait une partie en nous invitant à l'inauguration samedi prochain, mais en tout cas, on voulait vous remercier. Je trouve que c'est pour nous, à l'Ordre des Architectes, c'est un bel exemple à la fois sur la maison Thiebaud, mais surtout l'îlot, de la façon dont les architectes peuvent accompagner les mairies, et notamment les mairies de petits villages, à construire un projet. Moi, ce que je retiens aussi de l'échange qu'on a eu là, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'il faut aussi se donner un peu de temps. Pas hésiter à arrêter un projet pendant 1 an pour pouvoir aller chercher une demande de subvention ou une réflexion sur le programme et amender le projet. Et que la reconstitution d'un îlot, moi j'aimerais bien comme c'est moi qui ai la main, je le fais, remettre la main sur le plan masse. Hop, parce qu'on a parlé de la maison Thiebaud, mais vous l'avez vu au tout début, c'est bien tout l'îlot du centre-village qui est concerné par cette opération finalement sur un temps très long. 2016-2025, vous êtes quasiment sur... Je suis d'ailleurs très ennuyée parce qu'il y a une maison qui est prise dans l'îlot qui est à des particuliers. Et chaque fois que quelqu'un vient, il me dit alors, quand est-ce que vous l'achetez celle-là? Et là, moi, ça m'embête énormément parce que les habitants me regardent. Voilà. Donc, je dis qu'on ne veut pas l'acheter. En plus, elle ne touche pas réellement. Voilà. Mais effectivement, il n'y a que cette maison qui n'appartient pas à la commune, quoi. Parce que ce que je dois encore vous dire, si j'ai 2 secondes, c'est que en plein milieu de nos travaux, si Marilyn peut nous remettre voilà, en plein milieu des travaux, les voisins, enfin, il y avait une des maisons que nous venons d'acheter, Marilyn, si vous pouvez l'identifier. Voilà. Voilà, c'est celle qui n'appartient pas à la commune. Par contre, Marilyn, vous pouvez remonter, celle qui vient d'être achetée. C'est-à-dire que ces gens-là, un jour, sont venus me voir en disant « Oh, il y a un jardin clos, vous venez d'acheter pour la commune. Est-ce que vous pourriez nous revendre un petit bout du jardin ?» Je leur ai répondu j'en parlerai au conseil municipal, mais je ne nous vois pas acheter un beau jardin clos pour revendre la moitié à quelqu'un. Je lui ai dit, par contre, si un jour vous vendez, dites-le nous. Et au milieu de tous nos travaux à 1 million d'euros, ils sont venus me voir en disant on vend parce qu'on veut acheter une maison de plein pied ailleurs. Alors là, j'ai dormi 3 jours avec l'analyse financière de la perceptrice. Je me réveillais, je cherchais près de mon lit, je reprenais mon portable, ma feuille, je relisais, je refaisais mes calculs, j'éteignais, je reportais. Et puis, 2 heures après, je me réveillais et j'allais encore chercher. Voilà, 3 nuits, j'ai fait ça. Et finalement, j'ai dit au conseil municipal, on achète. Ils m'ont dit, c'est peut-être pas... J'ai dit, venez visiter. Ils sont venus visiter, ils m'ont tous dit, on achète. Et on a acheté cette maison avec une cave voûtée qui permet d'être à 50 personnes dedans, qui est vraiment la poursuite de ce bâtiment-là, puisqu'il a été fait en même temps. Et c'est une merveille.
8 jours après, il était loué 850 € par mois. Donc l'autre leçon que je retiens, c'est quand même l'engagement d'une maire sur son territoire à aller bien au-delà de la question du programme, sur la question du projet. En tout cas, je vous remercie de nous avoir fait ce témoignage. Je vous remercie toutes les deux. Et puis, donc, vous avez noté qu'on vous attend samedi à Veules-sur-Moselle à 10h30.